Merci Clémence. Juste en deux, trois mots, on a un petit peu modifié les éléments du programme, puisque tout simplement, moi je vais prendre la parole un peu dans le prolongement de ce que vient de présenter Nathalie Hortard, que je remercie, par rapport à des travaux que l'on peut conduire aujourd'hui en commun. Vous voyez qu'il y a le LAET et le NTPE qui sont associés à l'ensemble de ces partenaires dans un programme qui est un programme qui a répondu à l'appel à projet de recherche T2ES de l'ADEME, de transition écologique, économique et sociale, et qui, comme vient de l'indiquer Clémence, vient un peu en prolongement des différents programmes Prévert, et notamment du programme Prévert Mobilité rurale. Alors, ruralité en transition, mobilité soutenable et solidarité, on vient de débuter en mars dernier. Je parle ici au nom d'un collectif assez large. Sont présentes dans la salle, outre Nathalie, Ambre, qui travaille également avec nous sur ce projet en tant qu'ingénieur d'études depuis mars dernier. Et ce programme, comme je l'indique ici, n'a débuté qu'en mars dernier. Donc on va plutôt être ici devant vous sur des propositions ou des éléments qui, en tout cas, sont des éléments de calage par rapport aux objectifs du programme. Alors ce programme, il part de constats préliminaires, il porte sur les VELI en particulier. Et dans ces constats préliminaires, je ne vais pas reprendre nécessairement tout ce qui est indiqué sur mon écran. Le temps est limité. Vous avez la possibilité de lire pendant que je m'exprime devant vous. Des constats qui, je dirais, ne vous choqueront pas, ne vous questionneront pas outre mesure sur les ruralités. Alors moi, je vais prendre le choix de ruralité au pluriel aujourd'hui devant vous. On aurait pu parler d'espaces à faible densité. En tout cas, ce qui va nous intéresser ici, c'est la façon par laquelle, eh bien, les rapports entre individus et espaces sont en train d'évoluer et comment, à l'intérieur de ces espaces ou de ces milieux à faible densité, eh bien, un certain nombre de politiques peuvent être conduites pour réduire un certain nombre de vulnérabilités. Quand je parle de vulnérabilités, elles ne sont pas que socio-économiques, elles peuvent être également liées tout simplement aux problématiques de distance, peuvent être liées également à des enjeux de santé, elles peuvent être liées également à des enjeux d'accès à l'emploi, tout simplement. Le parti pris qui a été le nôtre sur la réponse à l'appel à projet du programme TESS a été de regarder, et c'est là où on vient dans le prolongement de ce qui vient d'être présenté sur les approches ethnographiques, et c'est pour ça que l'on travaille ensemble également, de regarder finalement quels sont les modes de faire ou d'agir, les capacités de différents collectifs à venir fédérer, animer des démarches. Ce travail-là, pour nous, il s'inscrit dans le prolongement d'une réflexion sur le fait que, avec le déploiement des VELI, on a des habitudes d'usage qui commencent à s'installer, on a des rencontres qui se sont produites. Quand on a proposé la réponse, on découvrait en filigrane, en parallèle, tous les travaux qui pouvaient être menés dans les différents préverts, en particulier avec mobilité rurale. Ici, on a eu quelques échanges, notamment avec les collègues qui animent tout cela en amont, pour justement dire, nous, le parti pris, c'est de regarder comment, à partir de cette rencontre un peu horizontale, je remettrai ce chapeau de l'horizontalité tout à l'heure, comment à partir de cette rencontre un peu horizontale à l'échelle des territoires, eh bien, il est possible de commencer à faire collaborer, coopérer différents acteurs entre eux, un petit peu dans une forme de verticalité, et comprendre à partir de là comment cette construction, qu'on appelle construction de solidarité, le faire pour, le faire avec, le faire ensemble, le faire en commun, qui reprend et qui remobilise des démarches anthropologie du projet que l'on retrouvait tout à l'heure dans les propositions qui nous étaient faites, le faire sur, qui est une violence exercée sur les gens, et le faire pour, faire avec, faire en commun, qui nous ramène tout simplement à co-construire. Donc c'est cette logique-là qui nous a animés et qui reprend ou redéploie en tout cas des travaux qui peuvent être conduits sur les dynamiques relationnelles en tant que vecteur de transformation, et en particulier transformation des espaces faiblement densifiés. Je pense en particulier aussi aux travaux de Kirsten Koop qui sont évoqués. Alors pour rentrer dans le concret, et après on va revenir dans un peu de théorique, nous partons de 3 initiatives qui vont être support d'analyse. Vous avez vu quelques VELI tout à l'heure projetés et qui étaient des photographies qui nous renvoyaient au terrain justement que l'on est en train de travailler en ce moment. Ces 3 initiatives, elles sont inscrites dans des ruralités distinctes. On en a, je le dis tout de suite, une en Sud-Aveyron, et 2 dans l'ouest de la France. On n'a pas les mêmes reliefs. On n'a pas les mêmes problématiques et mêmes contraintes en période hivernale. On n'a pas les mêmes contraintes de distance à la ville. Donc ces 3 terrains, ces 3 territoires, ils ne sont pas comparables entre eux sur le plan spatial, ni même sur le plan socio-économique. On n'ira jamais dans cet axe-là. Par contre, ce qui peut être comparé et ce qui peut être travaillé en commun, c'est les modalités de mobilisation des acteurs derrière un enjeu qui est ici un enjeu partagé, qui est celui d'apporter des solutions nouvelles à des problèmes de mobilité qui ne sont pas nécessairement de même nature.
Ces terrains sont à considérer également à travers leur caractère ordinaire, ça a été évoqué tout à l'heure. On a des morceaux de ces territoires qui peuvent être considérés comme relativement ordinaires, dans le sens où on est dans des ruralités ou dans des terrains éloignés de tout centre urbain. Maintenant, on a un des terrains sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, qui n'a rien d'ordinaire et qui est au contraire extrêmement extraordinaire. Tout à l'heure, on entendait la question du rapport au bruyant ou au pas bruyant. Il y a un des terrains, pour moi, il est extrêmement bruyant, et c'est ça aussi qui vaut le coup d'être regardé. C'est-à-dire un endroit où il y a une habitude de faire ensemble, une habitude de déployer des choses. Est-ce que c'est accélérateur du changement ou pas? Parce que si c'est accélérateur du changement, l'objectif ultime pour nous avec ce programme, c'est de dire qu'est-ce qui est transférable et de quelle manière. Donc si ce terrain est accélérateur de changement, bien, les données qui sont acquises là-bas, elles ne vont pas pouvoir être dupliquées ailleurs. Et pour nous, il est important de regarder ce qui se passe dans des terrains, territoires où il n'y a pas grand-chose au départ, comment les choses se montent, les choses se construisent, quelle est la place des acteurs dans ces mécanismes de construction, quelle est la place des chercheurs dans l'accompagnement de ces mécanismes de construction, et inversement, là où il existe déjà beaucoup de choses, comment faire le tri entre une transformation de la mobilité, l'apport des vélis pour transformer la mobilité, et puis tout ce qui préexiste. Alors ces terrains, on a un terrain à Véronais avec l'association INVD qui est assez connue qui travaille sur les vélis et qui déploie avec le parc naturel régional des Grands Causses depuis 5 ans des solutions de mobilité alternatives. Ces solutions de mobilité alternatives, elles sont notamment soutenues dans le cadre du Extrême Défi. Vous allez voir des logos apparaître par la suite et testées, en tout cas on teste là-bas sur place depuis déjà 3 ans l'ensemble des usages de vélis. Il y a une quinzaine de vélis qui ont pu circuler au total. On a aujourd'hui, je parle sous le contrôle de Ambre, un peu plus de 120 à 130 répondant à des carnets d'usagers qui ont montré le temps durant ce qu'est leur expérience usagère de différents de ces véhicules. Donc on a une base de données qui est sacrément intéressante, qui s'inscrit dans un temps relativement long, puisque les vélis, il y a 4 ou 5 ans de cela, on n'en parlait quasiment pas. Donc relativement long au regard des expérimentations soutenues par l'ADEME, et puis qui nous permet d'avoir une base de données sur l'expérience d'usage. Les 2 autres terrains, eux, ont un caractère un peu différent. Alors quand je parlais d'un terrain relativement bruyant, c'est le terrain de Chemillé en Anjou pour moi. On a une commune nouvelle, vous avez là la carte qui vous montre l'emprise au sol ou l'emprise foncière de cette commune, qui est simplement par ses dimensions foncières la 4e commune la plus étalée de France. Je n'ai pas précisé, les 3 terrains regroupent à peu près à chaque fois entre 17 et 20 000 habitants. Donc on est sur un poids démographique à peu près analogue, mais des statuts différents. Mais là, on a énormément de choses en place. Quand on a ciblé Chemillé en Anjou, on avait une expérimentation territoire zéro non-recours qui était en train de se déployer. Territoire zéro non-recours qui fixe des enjeux relatifs à la mobilité. On avait également un terrain ici, lauréat de l'appel à projet Teams sur les mobilités durables et inclusives, qui est porté à l'échelle nationale avec une dizaine de terrains et de sites d'expérimentation. Voici 15 jours, nous étions réunis sur place parce que ce même territoire accueillait les rencontres nationales annuelles des territoires à énergie positive TEPOS, qui permettait, ou en tout cas lors de cet événement-ci, les participants au TEPOS ont été déplacés sur le territoire pour celles et ceux qui le souhaitaient à partir de Véli. Donc on a quelque chose qui n'est absolument pas comparable au reste. Par contre, ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir, parce on peut regarder en réalité l'extraordinarité de ce terrain-là. Oui, simplement comme il va être mis en avant, en évidence par beaucoup des acteurs, il nous faut savoir aussi ce qui fonctionne là-bas pour pouvoir mieux, derrière, décliner ou déceler ce qui ne sera pas duplicable. On regarde toujours ce qui peut être duplicable et transférable, et ici de regarder ce qui ne serait pas duplicable. Par contre, il y a également quelque chose d'assez intéressant, c'est que là-bas, l'entrée, elle est vraiment ciblée sur les vulnérabilités, et la mobilité vue comme un enjeu de résorption des risques. Vous avez une photo ensuite du centre hospitalier de Nord-Mayenne, c'en est une parmi d'autres, pour vous montrer que malgré les apparences, ça reste un petit peu plus plat, si on peut le dire ainsi, que dans l'Aveyron, même si c'est tout à fait relatif. Mais par contre, pour le Nord-Mayenne, je trouvais qu'avec cette photographie-ci, on avait un élément assez révélateur de ce qu'est le territoire, de grands équipements qui en général sont en dehors des zones urbaines, au milieu de terrains finalement accessibles uniquement par la voiture, j'allais dire par la bagnole. Vous voyez des parkings de grande taille et vous voyez caché derrière ces ombrières une extension du parking. Donc l'omniprésence de la voiture, ça ne vous surprendra pas. Et là, on a un terrain, et ce n'est pas faire injure à celui-ci, que l'on sélectionne parce qu'il n'y a rien, il y a tout à inventer, tout à installer. Par contre, on sait qu'on a des volontés politiques d'aller vers cela. Alors si je veux aborder ces 3 terrains sous un autre angle, je suis déjà en train de manger tout mon temps, mais si on veut aborder tous ces 3 terrains sous un autre angle, c'est simplement se dire derrière,
eh bien, on a un terrain dans lequel il préexiste des choses, des relations entre acteurs ont été tissées pendant 3-4 ans, qui donnent des résultats assez intéressants qu'on va observer. Un terrain dans lequel on a des relations entre acteurs qui préexistent, qui amènent celui-ci à être extrêmement proactif, et un terrain dans lequel il y a peu de relations entre acteurs relatives à la mobilité durable, soutenable, au déploiement des VELI, mais dans lesquels on a une volonté politique de soutenir. Donc on va pouvoir regarder finalement comment ça se joue sur toutes ces échelles de verticalité que j'évoquais tout à l'heure. Alors les enjeux, vous les avez là. Ils peuvent être résumés en 3 grands points qui sont négociés avec l'ADEME. Je vous laisse regarder les photographies de ce qui se passe en autofabrication d'un Vélio sur le terrain chemillois à partir du Fab Lab Le Bocal. C'est assez masculin, vous le remarquerez également sur la photographie. Mais par contre, il s'agit d'analyser les leviers motivation, les freins et formes de réticence pour l'entrée dans les projets collectifs. Alors, souvent, dans les programmes Prévert, on a regardé tout ça, puis il y a cette dimension entrée dans les projets collectifs que nous, on va venir ajouter, parce qu'il y a cette dimension de mise en commun et mise en collectif de la démarche qui nous interpellait ici. Deuxième volet, affiner les liens entre dynamique relationnelle et solutions socio-techniques. Si vous avez des sachants faiseurs d'un côté et des décideurs de l'autre, et voire des subisseurs, je me permets de mettre ces termes volontairement, ça ne va jamais fonctionner. Et là, vous pouvez penser un petit peu à des démarches assez proches de ce qui est déployé par ATD Carmonde, notamment autour du partage des savoirs et du croisement des savoirs. L'idée de faire dialoguer toutes ces sphères-là ensemble. Et puis, dernier élément, évaluer dans quelle mesure tout ça, ça peut être transférable vers des solutions de mobilité alternative. Alors, dans les cadres d'analyse, on remobilise différents points d'entrée, notamment des caractères relatifs au métabolisme, alors qui est pas mal travaillé au sein de l'unité, je ne vais pas préciser d'où je parlais, mais d'un laboratoire qui s'appelle Espace et Société, ça a été évoqué tout à l'heure. Et il se trouve qu'on se connaît un petit peu autour de la table ici pour ce biais-là aussi. Et dans un trait métabolique, c'est-à-dire finalement regarder comment on va mettre en jeu des énergies, qui peuvent être des énergies humaines au-delà des énergies purement matérielles, des matières, et ça peut être de la matière grise au-delà des matériaux en tant que tels, le tout pour pouvoir transformer un petit peu ce fonctionnement de la société dans le territoire. Donc cette approche-là, on la raccroche, nous, à toutes les entrées proposées par Gluckman. On parlait d'ethnologie, anthropologie, on est sur ces mêmes lignes, sur la multiplexité des liens et commencer à regarder un petit peu ce qu'il y a de complexe derrière la simplicité apparente de la mise en place ou du déploiement d'un projet. Et puis on fait un peu d'analogie au filet territorial. Moi, ce qui m'intéresse dans le filet territorial, qui sont des choses sur lesquelles on a commencé à théoriser il y a quelques années avec des collègues, c'est pas tellement le maillage en lui-même, on regarde toujours le maillage, c'est de regarder la diversité des points et la multiplicité des points d'ancrage du filet. Donc en fait, plus vous avez de points d'ancrage, plus le filet va être solide et consolidé. Donc c'est un petit peu ce qu'on va commencer à regarder, se dire, est-ce que dans ces territoires, les initiatives ou les expérimentations, elles tiennent, et si elles tiennent et se déploient, finalement, l'hypothèse centrale, si on veut la ramener ici, c'est de dire tout simplement que ces expérimentations, elles vont tenir dans le temps long, elles vont apporter leurs résultats, parce qu'on va avoir une démultiplication des acteurs autour du filet et une démultiplication des liens à l'intérieur de ce filet. C'est un champ théorique très facile à mettre en œuvre, mais maintenant, il faut observer tout cela. L'observer avec... là, je prends appui sur une communication récente dans un programme de l'ANR, mais l'observer à partir de la conception d'un territoire qui n'est pas le territoire administratif, qui est au-delà de cette question du territoire administratif. L'association, ça a été évoqué tout à l'heure, ce n'est pas l'association forcément en tant que structure institutionnelle juridique de loi 1901, c'est tout simplement l'association des gens qui va rallier des organisations qui elles-mêmes s'inscrivent dans des territorialités autres. Et donc finalement, cet espace du projet, c'est la mise en commun de toutes les territorialités, de toutes les problématiques des uns et des autres. Et il faut entendre la verticalité comme du multicouche. On a une couche horizontale de l'expérimentation avec les VELI, une couche horizontale, si on peut aller par là, tout simplement du déploiement de l'usage. Mais ça, c'est rendu possible parce qu'on a des multicouches au-dessus d'objectifs qui se rejoignent et qui trouvent à se rejoindre à travers cette expérimentation. Je vais un petit peu vite ici. Ça nous amène à 3 grandes transformations paradigmatiques que l'on entend défendre ici et qui reprennent les travaux développés au Québec, notamment par Juan Luis Klein ces dernières années. Eh bien, la territorialisation du développement, sa reconnaissance au travers de l'innovation sociale et la diversité des acteurs, on retrouve les mêmes termes que tout à l'heure, eh bien, ce qui contribue sont des coopérations et conflits. Ça généralise tout ça et ça nous donne finalement des inflexions des trajectoires territoriales. Ça, c'est le premier point qui a fait l'objet d'un texte publié dans Géo-Éco-Société en 2022, avec notamment porté par Nina Aubry, qui est dans le consortium. Donc, inflexion des trajectoires territoriales, ce sera le premier point.
Deuxième grand point, je vais le résumer à cela, c'est considérer véritablement les territoires comme des construits sociaux dynamiques, c'est-à-dire que l'état observé au moment où on se parle à présent, l'état observé aujourd'hui n'est pas celui de demain. Il peut y avoir des progressions évolutives positives, des progressions évolutives négatives, parce que tout cela dépend finalement des jeux d'acteurs qui vont se mettre en place et de ce point C du cadre générateur de liens sociaux et d'actions collectives qu'on va retrouver à l'intérieur de ce territoire. Donc pour finir, bien, je dirais, l'objectif, c'est de regarder dans chacune de ces trois combinaisons d'acteurs ou de chacun des terrains qu'on a pu sélectionner, qui n'ont pas été pris au hasard de ce qu'ils sont, mais bien au hasard de ce qu'ils montrent produire chez eux, eh bien, quels sont les facteurs d'impulsion, de facilitation, de généralisation ou de consolidation d'une trajectoire de transition. Je terminerai avec cette ultime slide. J'aurais presque réussi à tenir le temps, Clémence. Aujourd'hui, où l'on en est? Eh bien, on vous a dit, on a débuté au mois de mars. Et sur cette période de mars à novembre 2025, je vois que vous avez les petites choses qui cachent, c'est pas bien grave. De mars à novembre 2025, eh bien, nous avons réalisé les diagnostics territoriaux de ces trois contextes parce que cela est nécessaire pour nous. Je ne vais pas préciser, je parle depuis une posture de géographe. Voilà, de reprendre l'élément diagnosticaire du territoire avec toute la symbolique qu'il y a dans le terme diagnostic. Ce ne sont pas des territoires malades, mais ce sont des territoires que l'on observe évoluer. Des entretiens préliminaires, bien entendu. On commence à voir une mise en dialogue des acteurs, et c'était le but d'une démarche, on l'évoquait tout à l'heure, sur comment faire pour amorcer les choses. L'une des clés qu'on a mis en place, c'est des séminaires qui font se rencontrer acteurs-chercheurs, mais dans lesquels les chercheurs sont plus tout à fait que chercheurs, ils sont avant tout facilitateurs d'une mise en dialogue. Et ce que l'on voit apparaître, c'est qu'après 2 séminaires, eh bien, les acteurs de terrain commencent à dialoguer entre eux. Les gens de Chemillé ont fait venir les gens de l'Aveyron pour le TEPOS sans du tout passer par notre biais à nous. Ils ont appris à se connaître, à s'interconnaître, ils ont commencé à travailler entre eux. Et là, Ambre, tu seras à Mayenne dans 3-4 jours. Et à Mayenne vont venir des acteurs opérateurs qui jusqu'ici ne se connaissaient pas. Donc cette interconnaissance, elle passe également par le projet de recherche. Et là, on rejoint un petit peu des formes d'action-recherche, j'ai même pas envie de dire recherche-action, mais d'action-recherche, qui, à travers la recherche, va produire de l'action. Et puis, on commence à exploiter les carnets d'usage d'INVD, qui sont la prolongation du programme Vitamine 12 tout à l'heure, à l'intérieur de l'extrême défi. On a des prémices d'expérimentation qui commencent à arriver par la base. Alors, quand je dis par la base, ça ne veut pas dire qu'ils émanent du bas, mais tout simplement, ils émanent de ces contextes d'acteurs. Ils ne sont pas portés par les chercheurs, ils sont éventuellement accompagnés par nous, mais ils ne sont pas impulsés par nous. C'est ça qui est vraiment important ici. Et on va émerger, donc je l'ai dit pour TEPOS, et puis le 21 octobre prochain, on va voir se déployer des tests d'Urbaner qui sont un des VELI, donc fabriqués à Laval, non mis au test à Mayenne. Et là, on peut commencer à faire le lien avec la théorie des Grants sur l'économie expérimentale des communautés d'innovation, tout simplement parce que dans la théorie en question, vous avez l'underground, c'est la base générale de tous les gens bénéficiaires ou en tout cas destinataires d'une action. Le middle, qui est l'ensemble de ces intermédiations, et le upper, qui serait la sphère décisionnelle. Bon, on est dans cette jeu-là. On commence à regarder à travers ça. Et finalement, ce que l'on voit, c'est qu'en Mayenne, la sphère décisionnelle politique arrive à entraîner du middle des intermédiaires qui vont porter les démarches. À Chemillé en Anjou, on est plutôt sur des intermédiaires de départ qui arrivent à faire se connecter le upper et le under. Et puis à Millau, en Aveyron, on est en apparence sur des gens de la base, en réalité avec des connexions assez fortes avec du middle et avec de l'under, mais en tout cas des gens de la base upper qui ont su conduire et mener à bien une initiative expérimentation. L'objectif, et là il est négocié avec l'ADEME et je terminerai là-dessus, c'est de passer de l'ensemble des champs horizontaux qu'on a évoqués tout à l'heure et qui sont travaillés, que ce soit à travers mobilité rurale ou à travers l'ensemble des expérimentations. Il fallait en passer par là, c'était vraiment essentiel. Passer de l'ensemble de ces horizontalités qui regardent les facteurs liés au changement de comportement vers tout simplement cet enjeu de verticalité au pluriel. Finalement, quels sont les liens qui s'opèrent entre acteurs dans ces lieux, quelles sont les coordinations territorialisées qui se déploient et finalement, quelles sont les conditions d'ajustement à d'autres contextes. Voilà. On n'a pas parlé du fond concret du problème, mais tout simplement de la façon par laquelle on entend l'appréhender, puisque aujourd'hui l'ADEME entend passer à l'échelle et passer de ces expérimentations locales à une innovation en mesure de se déployer au niveau national. Je m'arrêterai là-dessus, c'est une présentation générale du projet et je me tairai là.